Il est trop difficile de trouver l'amour de nos jours. C'est une phrase qu'on entend constamment. Et pourtant, nous sommes à l'ère du numérique, ça devrait être plus facile. On a les réseaux sociaux, on a des applications dédiées à trouver l'amour, on a des sites internet de rencontres. Alors pourquoi l'amour est toujours difficile à trouver? Est-ce qu'on cherche mal? Est-ce qu'on a des exigences qu'il faut revoir? Est-ce qu'on est tout simplement à une époque où l'amour n'existe pas? On va en parler aujourd'hui dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Ça commence tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici. Un plaisir d'être encore en votre compagnie pour ce rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour mes chéris. Coucou, Hello. ça va? Ça va bien, merci. Vous? Ça va? C'est quoi? Oui, ça va très bien, merci. On rayonne comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors aujourd'hui, les filles, on parle d'amour. C'est peut-être pour ça aussi que tout le monde est Oui, c'est ça, voilà. sourire aux lèvres et tout ça. Alors, l'amour aujourd'hui, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ça semble plus difficile, si ça l'est, je sais pas, hein, de trouver l'amour aujourd'hui? Quels sont les freins? Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Alors moi, je ne sais pas si c'est difficile à trouver, mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus difficile. Les gens ont du mal à rester ensemble longtemps. C'est ça. C'est ça que je dis. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes définitions de l'amour. Peut-être qu'avant, nos parents avaient une autre définition que maintenant, nous, on n'a pas. Mais ce que je sais, c'est que les gens se mettent en couple, peut-être beaucoup facilement. En même temps, ils divorcent facilement, ils se séparent facilement. Donc, il y a un problème quelque part. Ça. Les relations humaines sont devenues, on va dire, difficiles. Hein. C'est pas évident. Comme tu dis, nos parents, à l'époque, quand il y a une difficulté, eh ben, ils s'asseyent, ils discutent, ils échangent et ils trouvent des solutions. Même quand c'est dur, comme on dit, on reste ensemble. Malheureusement, aujourd'hui, je pense que les gens n'ont plus le temps, en fait. Ils se disent, voilà, si tu m'arranges pas, ne me dérange pas. C'est ça. Et donc, voilà. Et en termes de quand on dit trouver l'amour, ben, justement, je pense qu'il y a un certain niveau d'exigence, à mon avis, qui a été mis en place. Et on va dire les mentalités aussi, les choses changent. C'est la génération 2.0. Moi, c'est ce que j'allais dire. Je suis peut-être pas complètement d'accord avec toi. Quand tu dis, effectivement, les parents, c'est on reste ensemble, quelles que soient les circonstances. Je ne suis pas forcément d'accord que ce soit la meilleure chose à faire. Même si, effectivement, le taux de divorce, ça augmente parce que, finalement, on a tendance à se dire, bon, écoute, si ça ne marche pas, au revoir. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'on cherche peut-être l'amour plus tard. Les femmes, par exemple, sont plus concentrées sur leur carrière, donc elles vont commencer à chercher un peu plus tard. Et quand tu cherches plus tard, peut-être que les autres personnes sont déjà mises en couple, et donc du coup, tu arrives sur le marché, voilà, un peu perdu. Tous tes camarades sont déjà mariés. Tu as mis ça de côté pendant quelques temps. Alors, c'est peut-être finalement que ça va être plus difficile pendant quelques temps, mais que quand tu vas trouver la personne, finalement, ça sera la bonne. Moi, je sais pas. Je suis pas sûre que ce soit forcément plus difficile, mais je pense que les applications, si elles sont parfois un atout, peuvent être un inconvénient. Parce que, bien sûr. C'est beaucoup plus ces histoires d'applications. Il y a des gens qui trouvent comme ça. Il y a des gens qui trouvent l'amour. Il y a des gens qui trouvent l'amour sur Facebook. Il y a des gens qui trouvent l'amour sur WhatsApp. Il y a des gens qui trouvent l'amour sur les WhatsApp. Sur WhatsApp, dans les groupes là. Il faut le faire. Moi, je me rappelle. S'ils trouvent l'amour, tant mieux. Mais moi, franchement, je suis encore de la bonne vieille époque, quoi. Le truc comme on dit, la bonne époque, genre. Bah oui, bon, soit tu me présentes, oui, vieux jeu, quoi, un peu plus. Soit on se voit, mais on se voit physiquement. Je vais pas encore aller chercher à écrire un message. Tu vas bien, tu vis où, tu fais quoi? Il y a tellement de malo. Je suis d'accord avec toi. Et moi, je te sais, par exemple, quand on me disait oui, des couples se sont faits sur Instagram, j'y croyais pas, mais je connais des personnes. Le gars est entré dans ses DM, comme on dit. C'est conversation, et puis ça commence comme ça. Peut-être qu'au départ, c'est un peu superficiel a priori, mais finalement, ça donne quelque chose. Donc, le risque, en fait, avec ça, c'est que quand toi aussi vous êtes ensemble, là, puis lui, on lui envoie Instagram message, là. Tu sais que ça peut être sa prochaine femme qui est là. Mais bon, après, tu sais, il faut bien se rencontrer. Et parfois, tu te dis que finalement, ça va peut-être plus vite avec les réseaux. En tout cas, c'est sûr que ça va plus vite. Est-ce que ça dure? Et est-ce que maintenant, c'est ce que même les gens cherchent aussi? C'est peut-être est-ce que les gens veulent vraiment? Peut-être que c'est différent. Il y a trop de choses, Les choses ont changé, comme vous le dites. Bon, les filles, comme d'habitude, on a porté la question sur la place publique. On vous a demandé, donc, est-ce plus difficile de trouver l'amour, donc de se mettre en couple aujourd'hui? On va écouter quelques-unes de vos réponses. De nos jours, il n'y a plus de confiance. Chacun fait à sa manière. Tu peux aimer une personne aujourd'hui et puis demain, la personne peut te laisser. Donc ça fait qu'il n'y a plus de confiance en amour. Donc, sinon, je vois. Pour moi, c'est facile de se mettre en couple maintenant
parce qu'il y a toutes les pratiques qui font gagner de l'argent. Donc quand tu as l'un actuellement, dès que tu as l'un net, c'est facile de se mettre en couple. Selon moi, c'est pas difficile de se mettre en couple, tout simplement. Avant de se mettre en couple, il faut d'abord savoir avec qui on est en face. Je prends un exemple banal. Si tu rencontres une fille dans une boîte de nuit et pour toi, elle sera quelqu'un de bien à la maison. Bon, demain, la Zaï, je pense que c'est toi et à toi seul ton niveau. Raison pour laquelle moi je dis, avant de se mettre en couple avec quelqu'un, il faut d'abord connaître la personne, connaître d'abord le passé de la personne, savoir comment la personne marche et maintenant on peut se mettre en couple. Bon, alors, là, je sais pas, couple, là, c'est pas les jeunes, c'est pas les élèves, normalement. Ah, si. Ah non. Toi, tu parles de couple, c'est-à-dire Voilà, d'un un vrai mariage couple, oui. ou Parce que si c'est élève, là, c'est pas, généralement, c'est juste un Jonako, en fait. Donc, pour lui, c'est normal que c'est facile, parce que c'est facile. C'est ça, la réalité. Oui, non, mais après, tu as des relations qui commencent comme ça à un jeune âge et puis qui continuent. Ouais, Non, ils n'ont moi, pas- je connais, ils n'ont pas allé à l'école. et c'est rare, mais je connais des couples qui se sont connus depuis le primaire. Oui, je sais, bon, mais ils ne c'était faisaient pas catholique, les... bien évidemment. Voilà, c'est ça. Mais ils se sont mariés. Ils sont allés à quand l'école sont devenus d'abord et étudiants, tout, et ils se sont puis mariés après, étudiants et puis ils ont continué. Ouais. Ça, c'est vraiment beau, c'est C'est rare. vrai mais c'est vrai ça qu'on existe. qu'on a interrogé beaucoup de jeunes personnes. Oui, C'est vrai, ça. ce sont des jeunes qu'on a. Beaucoup de jeunes. Donc peut-être que leur attitude ou leur approche N'est pas forcément... est un peu surtout très focalisée sur ce dont on parlait, quoi, les messages, les textos, les WhatsApp, tout tu ça. vois. Bon, en même temps, elle a dit, la première, je crois qu'il y a... Enfin, le premier, je crois. La première, elle a dit la Manque confiance. de confiance. Ouais. Il y a beaucoup de manque de confiance aujourd'hui. Oui. Beaucoup de gourmets, comme on dit. Mais c'est Qui ça, fait parce que les choses sont faciles, en quand fait. tu vis une rupture, bah, en fait, forcément que c'est beaucoup plus difficile pour toi de te réengager de la même manière, en tout cas pas avant longtemps. Donc c'est pour ça que je pense qu'en quelque part, ça crée ce problème. C'est question. On va en parler aujourd'hui avec notre coach, l'un des coachs préférés des femmes d'ici. Et puis, c'est le meilleur, en fait, pour parler de ce sujet-là. C'est le coach Yoman que je vais appeler maintenant sur ce plateau. Coach Yoman Jean-François. Bonjour. Bonjour, coach. Bienvenue à la maison. Merci beaucoup. Ça Et va vous-même, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va très bien. Génial. Alors, Un effectivement, sujet voilà, on parle d'amour. Chic. chic. Ça vous inspire? Ouais, ça inspire, mais en même temps, comme j'ai dit, c'est des sujets difficiles à traiter. C'est un peu comme quand on vous demande c'est quoi manger. Vous savez ce que c'est. C'est la mais base, vous avez du normalement. mal, en fait, Expliquer, à expliquer. Mais bon, on va essayer autant que faire se peut de partager ce qu'on sait avec les Bah téléspectateurs. oui, si quelqu'un peut en parler, c'est quand même avec Exact. votre expérience ou les expériences que vous avez, réunies à travers votre carrière. Alors, effectivement, la question qu'on se pose, le postulat de base, c'est que c'est plus difficile de trouver l'amour aujourd'hui. Alors déjà, est-ce que c'est vrai, pour commencer? Ben déjà, la question qu'il faut se poser, c'est de quel type d'amour on parle. Et quel est ce type d'amour qui est difficile à trouver. Sinon, le constat est que les gens s'aiment. Les gens s'aiment, on voit des couples qui se créent, qui se consolident, qui se cassent, qui se reconstituent plus facilement aujourd'hui qu'il y a quelques années en arrière. C'est pourquoi, si on veut parler vraiment de l'amour, il faut tenir compte forcément de cette classification sociologique qui a été menée par William Strauss et certains de ses compères, dont des psychologues, des sociologues et des marketeurs, tenez-vous bien, pour étudier en fait les comportements des individus à travers un certain nombre de classes d'âge. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc depuis la fin des années 40, autour des années 48, les hommes ont commencé à développer une manière d'être et de faire qui a changé au cours des années. Par exemple, ils vont distinguer 4 grandes générations. La première génération, c'est celle qu'on appelle la génération des baby-boomers. Cette génération, 1948, 1968, fin des années 60, à peu près début des années 70, c'est vraiment des personnes qui étaient mues vraiment par le désir de fonder une famille. Et rien qu'à voir même les modèles de voitures, c'était des familiales, voyez. Donc, il y avait vraiment l'idée de la famille. Donc, on rencontrait l'amour pour fonder une famille. Ouais. Donc, vous voyez, le but principal. Le but principal, c'était ça. C'était vraiment fonder une famille. La guerre avait décimé la terre, il fallait repeupler. Donc, c'était ça l'idée principale. Donc, il y avait une idée aussi de sélection. Sélectionner la meilleure personne qui peut vraiment porter nos enfants, créer une famille, choisir l'homme ou la femme qu'il faut en fonction de son rang social, en fonction d'un certain nombre de critères pour être sûr que la progéniture soit assurée.
Donc, vous voyez que ces personnes-là, entre 1948, 1968, début des années 70, vous voyez, ces personnes-là ont dépassé la cinquantaine aujourd'hui. Okay? Si on transpose dans notre réalité ouest-africaine ou simplement africaine ou ivoirienne, on est avec des personnes qui ont flirté avec la période coloniale jusqu'au début des années des indépendances. Et on sait, en général, que c'est la génération de nos parents. Oui, Ouais, bien sûr. c'est ça. Et ce n'est pas des couples, en fait, qui se sont créés de façon virtuelle, ou des couples, c'était des couples qui étaient basés sur des valeurs. Donc, l'amour, ici, était basé sur des valeurs. Le respect, j'ai failli dire la fidélité, mais on va mettre 3 astérisques devant. D'accord. La fidélité, il y a la valeur de la famille, Oui, le le respect, foyer. le foyer. Vous voyez, cette idée de pérennité, c'était vraiment un amour, entre guillemets, qui dure le plus longtemps possible. D'ailleurs, beaucoup parmi nous ont des parents qui jusque-là vivent encore Oui, ensemble, qui sont encore mariés. Après cette génération-là, va venir une autre génération qu'on va appeler la génération X. Okay. Cette génération-là, elle va succéder directement des années, on va dire, fin des années 60, début années 70, jusqu'au début des années 80. Okay. C'est une génération, vraiment la génération des 70s, hein, c'est vraiment l'arrivée de plusieurs mouvements, vous voyez, au niveau même de la musique, on a l'arrivée de la pop, on a l'arrivée de certains hippies et tout des ça. mouvements hippies, on a Ah, tout. là-bas, hein. Ouais, on a la venue des mouvements féministes et tout ça. La femme s'impose, la femme prend sa place. La femme n'est plus celle qu'on va trouver et dont on va faire l'épouse. La femme cherche aussi un homme, elle a son mot à dire. À ce moment-là, le jeu de l'amour va changer. Le jeu de l'amour va changer parce qu'on ne sera plus dans le modèle de nos parents où la mère était en général ménagère. Elle gérait vraiment la maison, donc elle était une femme de maison, c'est comme ça qu'on les appelait, la maîtresse de maison. Mais à partir des années 70-80, on va avoir des femmes qui vont être de plus en plus à l'école, qui vont se mettre en premier plan, qui vont être très actives, qui vont avoir une mentalité complètement différente. Et cette génération-là va, elle aussi, hériter d'un type d'amour dans lequel chacun a son mot à dire. Vous voyez que c'est différent de ce qu'on a connu avant. Donc, vu que la femme a son mot à dire, elle a aussi son choix à faire. Dans les années 70-80, une femme choisissait aussi avec quel type d'homme, Elle voulait être. parfois au détriment ou vraiment aux grandes dames des parents. Ouais. Voilà. Donc, on va voir ce type d'amour-là qui est basé aussi sur une réalisation consensuelle. On est deux pour former le foyer. Dans le modèle précédent, il faut juste un homme qui veut se marier pour que tu vas l'amour chercher la existe. femme. On disait donc qu'il faut juste une personne pour aimer. En général, la femme n'avait pas besoin d'être folle amoureuse. Elle entrait dans un foyer et au fil du temps, On dit elle l'amour va apprenait à venir. aimer. C'est L'amour ça. va venir. Absolument. Donc, génération 2, il faut être deux pour que l'amour existe. Donc, ça D'accord. devient déjà compliqué. Hein. Ça change. Ok. Vous voyez, donc si on est en train de dire trouver l'amour de nos jours, c'est difficile, il faut voir comment l'amour a évolué à travers les différentes saisons. Et puis, on va arriver à une autre génération qu'on va appeler la génération 80, 1980-2000. C'est une génération intermédiaire, une génération qui est à cheval entre les valeurs d'époque et les nouvelles valeurs, parce qu'on rentre dans le millénium. D'ailleurs, on appelle cette génération-là la génération millennials. Millennials, pourquoi? Parce qu'elle est à cheval entre les principes hérités de la génération précédente et puis l'arrivée d'Internet. C'est là où on assiste à l'arrivée des cassettes, de Walkman, etc. Donc, c'est une génération qui découvre Internet, mais à travers les écrans cathodiques. Les écrans plats n'existent pas, le téléphone portable n'existe vraiment pas encore. Internet, ça commence tout Internet doucement, commence tout c'est très doucement. lent. On fait les premières entrées sur Internet. Déjà, il Et fallait... encore, à cette époque, on n'avait même pas encore droit à Non, tout Internet. doucement encore, on commence. Ça commençait à dans les venir. 90, Oui, il fallait avoir un c'est ça. ticket, Ouais, il fallait se payer ton connecter 500 francs pendant- pour aller voilà. là, ça, Oui. ouais. Donc là encore, l'amour commençait finalement à devenir quelque chose qu'on recherche ailleurs que là où on est. Donc, D'accord. on Parce va- que les Parce que distances tout est interconnecté maintenant, tout est c'est la modèle. interconnecté. On sait qu'on a accès à quelqu'un qui est en Exactement, Occident. tout est interconnecté. Et entre ces différentes périodes-là, on a l'arrivée puissante de l'industrie cinématographique avec en arrière-plan l'industrie pornographique. Permettez d'en parler parce que ça va influencer puissamment la perception
aujourd'hui de ce que l'amour est. On va présenter l'amour comme étant le sexe. On va présenter l'amour comme étant la performance sexuelle. On va présenter l'amour comme étant l'érotisme. Du coup, il y a toute une génération qui va venir à partir de fin des années 80, début des années 90, avec les feuilletons. Isaura, vous vous souvenez de tout ça? Si. Bon, elle est encore très petite, mais bon, effectivement, on va être allaité à la mamelle, en fait, de ce type de séries qui vendent aussi un idéal d'amour. Donc, on va avoir une génération d'hommes et de femmes qui vivent dans la projection qui est parfois un peu fictive. Donc, on va commencer à vivre un amour fictif. Je ne veux pas vous couper, hein, mais quand vous dites qu'on assimile l'amour au sexe, est-ce que vraiment les films pornographiques, on considère que c'est de l'amour? Oui, mais c'est en fait malheureusement ça. Parce que les séries, les feuilletons télé, oui. La première source d'éducation à l'amour ou à la sexualité, ça va passer par là. Et puis après, on entend beaucoup de gens dire si elle est très bonne au lit, on doit la garder. Exactement. Donc en fait, finalement, les critères de l'amour vont être focalisés sur la forme, les courbes, les performances sexuelles. Du coup, vous voyez qu'on part de valeurs pour arriver à d'autres valeurs qui ne sont pas celles que nos parents ont eues. Finalement, si on se repose encore la question, est-ce que c'est facile d'avoir l'amour aujourd'hui? Je répondrai, depuis que le sexe est devenu facile à avoir, l'amour est devenu difficile à obtenir. Waouh, ça c'est bien dit ça. C'est bien dit. Donc, pour résumer, aujourd'hui là, c'est difficile à trouver l'amour. Non, je te dirais pas, Kadi, que c'est difficile. Je te dirais tout simplement, c'est pas le même type d'amour et c'est pas le même challenge qu'on a. Pour quelqu'un qui est à cette ère-là, nous qui sommes au 21e siècle, qui avons Internet, qui avons tout, mais pas moi, mais je veux dire la génération là, qui veut trouver l'amour de nos parents. Ces personnes-là qui ont aussi une forte éducation, qui sont bien ancrées dans tout ce que leurs parents leur ont appris, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont victimes d'une ère, ils sont victimes d'une saison, victimes d'une génération. C'est la génération tout de suite et maintenant. C'est celle qu'on appelle la génération Z, par référence au zapping. C'est la génération qui zappe. C'est une génération qui ne veut pas mettre beaucoup de temps à faire quelque chose. Et vous voyez comment TikTok a marché? Parce que c'est des vidéos qui font très peu de temps. Donc, on aime ce qui ne dure pas, finalement. Donc, on a cette psychologie-là. Et n'oubliez pas que l'amour, c'est aussi presque 90% de neurones. 90% d'hormones, pardon. Donc, il y a vraiment les hormones qui jouent un rôle très important. Quand on parle de la sérotonine, quand on parle de l'adrénaline, de la noradrénaline, tout ça, par exemple, d'une hormone très intéressante comme l'endorphine, qui est la morphine naturelle du corps, qui est sécrétée lorsque vous trouvez quelqu'un que vous appréciez. Ça endort certaines fonctions en vous. Et c'est ça qui a fait dire abusivement que l'amour aveugle. Mais la vérité, c'est ça, c'est que ça va fermer vos yeux sur des défauts, ça va fermer vos yeux sur, je vais dire, un certain nombre de manques de valeur que vous pouvez déceler dans la personne bien plus tard. Donc, la génération actuelle, j'ai failli dire, est piégée par le jeu, on va dire, sociologique dans lequel ils se retrouvent. On a un amour qui est accessible à la commande, comme des vidéos à la demande. Tu vas sur un site, tu peux dire l'âge, tu peux dire le sexe, tu peux dire le teint. Enfin, tu peux sélectionner tout ça. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tu n'as pas toutes ces sélections-là. C'est le temps. C'est la mise en place du processus qui n'existe plus. Aujourd'hui, le processus n'existe plus. Le processus pour être avec quelqu'un, ça n'existe plus. On rencontre une personne à 20h dans un bar, à minuit, on est déjà dans le lit. Vous voyez le raccourci qu'on prend? Oui, je suis d'accord, mais ça existait aussi avant. Ça a toujours existé avant aussi, les gens. Même si ça existait avant, vous allez vous rendre compte qu'il y avait ce que j'appelle les balises ou les filtres de l'amour, qui commençaient par quoi? Qui commençaient par l'amitié. Ensuite, quand cette phase de l'amitié est bien connue, on va passer à une phase de fiançailles. Dans nos traditions, ça va rentrer dans tout ce qu'on va appeler le coco, la demande de main, etc. Donc, il y a ça l'est toujours un petit peu, ça l'est toujours, mais moins qu'avant. Le temps est devenu le facteur le plus délicat, en fait, de cette génération dans laquelle on se retrouve là. On n'a pas le temps, en fait, de voir à qui on a affaire. Et c'est parce que, justement, on n'a pas ce temps-là que, parfois, 6 mois, 1 an, voire 1 an et demi plus tard, on est déjà essoufflé, on se dit, j'ai fait peut-être le mauvais choix. Mais peut-être c'est le temps qu'il fallait pour découvrir qui était en face de nous. Par contre, vous avez dit quelque chose qui est très intéressant tout à l'heure, c'est que vous avez dit que donc, selon les différentes époques, la femme a évolué avec son temps. Oui. Mais on remarque que les hommes ne se sont pas adaptés en réalité à l'évolution de cette femme.
Parce que les hommes, en général, ils restent toujours un petit peu dans la mentalité donc, du papa, où la femme, elle doit être soumise, entre guillemets. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas plutôt un manque aussi d'évolution de l'homme qui ne s'est pas adapté Oui, j'aurais pu à l'évolution te de dire la femme. ça, oui, parce qu'effectivement, la femme connaît des mutations violentes au cours de son processus de développement. On en parle. Le premier processus violent de la femme, c'est l'arrivée de ses menstrues. Vous voyez, elle est toute petite, comme tous les petits garçons de son âge. Elle ne prend pas encore conscience de la différence de sexe. Et puis un moment arrive où elle voit quelque chose de bizarre se produire. Même la poussée mammaire, la survenue de la pilosité au niveau des organes membres, intimes, ne suffisent pas en fait pour lui dire qu'elle est devenue une femme. Le premier choc chez la femme, c'est l'arrivée des menstrues. Ouais. Après ce choc important, eh bien, ça va être le choc de la première relation intime. Ouais, la perte de la virginité. Tout ça, ce sont des chocs que la femme va accumuler. L'homme, de son côté, ne va pas vraiment avoir ces chocs-là. À part. Là, il est peinard, Ce quoi. sera moins violent, en fait. Ce sera moins... C'est extrêmement Il violent vit pour la tranquillement, femme. il grandit, tout va bien. Il y a pas... Vraiment, hein. Il y a quand même des changements, mais c'est peut-être plus subtil, vu c'est ça? qu'on est dans les femmes d'ici, j'explique beaucoup plus pour que les femmes elles comprennent et que par ricochet, les hommes comprennent aussi que parfois, quand ils trouvent une femme de 20 ans, de 22 ans, de 25 ans ou moins, c'est une femme qui déjà a connu pas mal de soubresauts dans sa vie, dans son quotidien. Et donc, trouver l'amour avec elle, c'est prendre le temps de l'écouter. Or, malheureusement, on est dans un système dans lequel on n'a pas beaucoup de temps pour écouter. Ouais. On veut tout de suite passer aux choses sérieuses. Imaginez-vous, je ne sais pas si vous vous souvenez encore, mais il y a quelques années en arrière, on avait encore ce système de tu dragues une femme et te dis je vais réfléchir. Ouais. Oui. On avait ce système-là. Ouais. Aujourd'hui, le mec, il te dit tu vas réfléchir à quoi? Franchement. Est-ce que tu vas dire demain ou après-demain? Faut dire, maintenant, ça a fini. Voyez un peu l'idée. L'idée, c'est qu'on n'a plus de temps à se donner. Or, dans l'amour, le temps joue un rôle fondamental. Alors, vous avez absolument raison, je pense. Surtout sur le côté manque de patience, finalement. C'est pour ça qu'on dit que les femmes sont peut-être plus matures, parce qu'il y a cette expérience qui vient et ces transformations qui sont brutales. Tout à l'heure, vous avez parlé de quelque chose aussi qui m'a marqué. Vous avez dit que, finalement, au départ, donc les générations baby-boomers, ils n'avaient pas vraiment autant de choix, ou du moins, ils se donnaient moins de choix. C'était peut-être des décisions plus pragmatiques. Puis après, les choix se sont multipliés avec l'ouverture au monde, avec l'accès à l'information, aux images. Et donc, finalement, le fait d'avoir plus de choix, ça nous freine, ça nous empêche de trouver la bonne personne, c'est ça? Je vous assure. Hein, c'est ça? Je vous assure que plus vous avez... Donc quand on dit l'océan, là, est plein de poissons, là, c'est pas une bonne chose. Vous entrez dans un magasin oui. et vous avez toutes les robes, les sacs et les chaussures que vous aimez. Ouais. Je vous assure que vous risquez de sortir de là Les sans mains avoir vides. choisi quelque chose. C'est ça. Mais est-ce qu'en même temps, quand on a plusieurs choix, ça ne donne pas la possibilité d'être sûr que c'est vraiment telle personne? Parce qu'on dit que si tu as pu choisir cette personne parmi tant d'autres, ça veut dire que c'est vraiment la personne qu'il te faut. C'est-à-dire que tu n'es pas ébranlé par tout ce que tu vas voir. Non, Kadi, ce qu'il faut quand on a plusieurs choix, c'est d'avoir en fait un profil qu'on a déjà défini dans notre esprit. C'est Être d'avoir clair, des principes, ouais. c'est de savoir déjà qui on veut, de savoir déjà qui je suis, moi en tant que femme, moi en tant qu'homme, et qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce que je suis en droit d'obtenir ou d'avoir quand j'entre dans une relation. Si vous avez ça, vous pouvez, si vous voulez, dans cet océan d'hommes ou de femmes qui se présenteront à vous, vous serez capable d'identifier quelle est la personne qui vous correspond. Le problème, c'est vraiment ça. On n'a pas de critères véritables. Mais critères, c'est de pas choix. physique. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a le même ça peut en physique. faire partie, je Écoutez, pense. chez nous, tout le monde a le même en physique. développement personnel, plus ou moins, ou dans aujourd'hui, le tout le monde a coaching, le même on va physique. arrimer en fait les critères sur 4 points essentiels. Ouais. Le premier critère, il est physique. Parce que, Absolument. qu'on le oui, veuille oui. ou pas, en amour, c'est l'extérieur De qui la- de attire. l'attirance. C'est ça. Avant que Et l'intérieur ne te l'intérieur qui retienne, là. retient. Ouais. Ouais. Il faut bien voir les beaux yeux, les belles lèvres, enfin, il y a un certain nombre d'éléments. Et ce n'est pas des critères qui sont tout à fait anodins. Hein. Ouais. C'est lié, Non, en fait, ça. à des hormones à l'intérieur de nous. Des lèvres pulpeuses, ça veut dire quelque chose. Des formes d'yeux particuliers, ça veut dire quelque chose. La courbe, en fonction aussi de la culture, ça veut dire quelque chose. Vous savez, par exemple, qu'autrefois, chez nos parents, pourquoi on insistait que le garçon qui a trouvé une femme l'amène, en fait, à la maison? Eh bien, parce que la mère devait vérifier le plat de ses pieds.
Ah oui, c'est vrai, les gens qui ont les plats. Il fallait, par exemple, qu'on vérifie si c'était très plat ou si c'était rebondi, etc. Plat, ça veut dire quoi, rebondi? Ça voulait dire que c'était pas une bonne femme, elle ne portait pas chance, elle portait malheur, etc. Il fallait avoir un homme qu'on amène à la maison et on le saluait pour voir en fait la paume de la main. C'est ça, pour voir la taille en fait. Pour voir aussi les doigts, est-ce que les doigts sont affinés, est-ce que les doigts sont un peu... Voilà. Donc tout ça, c'était des critères qui permettaient aux parents de se dire c'est quelqu'un de bien ou c'est pas quelqu'un de bien. Donc vous voyez, il y a des critères traditionnels qui fonctionnaient très bien. Ouais. On ne sait pas comment, mais ça fonctionnait pas mal parce qu'on pouvait déterminer la générosité d'un homme à partir de la forme de sa main. Oui, on pouvait déterminer la fertilité d'une femme à partir des courbes de son corps, par exemple. On pouvait déterminer pas mal de choses. On parle vraiment de l'Afrique ancestrale, qui est une Afrique de valeurs. Mais aujourd'hui, malheureusement, les critères, comme je vous ai dit, ont changé. Les critères ont tellement changé que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes sont à la recherche effrénée d'une certaine forme. Oui. Mais c'est pour ça que je dis tout le monde a le même physique, en fait. Du coup, critères physiques, on ne voit pas, en tout cas aujourd'hui, je ne connais pas de femme qui aille faire une chirurgie pour avoir des fesses plates. Jamais. Non, ça c'est maintenant, c'est la mode. La pygophilie, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. La pygophilie, c'est vraiment l'amour excessif pour des fesses assez généreuses. Vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. Là traduit aussi, si vous voulez, les attentes de certains hommes, parce que ce n'est pas tous les hommes, mais de certains hommes par rapport justement aux critères qui déterminent pour eux la recherche ou l'obtention de l'amour. Donc ça, c'est vraiment aussi des choses qui vont modifier les comportements des femmes dans la société en général. On n'a pas de sein énorme, on veut en avoir parce que si on en a, on multiplie les chances de trouver l'amour. Trouver le partenaire. Vous voyez, si on a un teint qui n'est pas très clair, il faut rapidement... le tuer, corriger ça pour que voilà, on soit plus éclatante parce qu'on n'est plus perceptible ou on n'est plus visible de cette manière-là. Donc voilà la recherche de l'amour, ce que ça donne en fait. Écoutez Jean-François, on va continuer à discuter de tout ça, de tous ces critères, notamment de sélection des partenaires aujourd'hui. Est-ce que vous êtes pygophile? Je viens d'apprendre un mot. Réfléchissez à ça. Dans quelques instants, on se retrouve après une page de pub. Bienvenue si vous venez de nous prendre en cours. Vous êtes toujours sur la nouvelle chaîne ivoirienne dans votre émission préférée Les Femmes d'ici. Et aujourd'hui, on parle de l'amour. C'est difficile de trouver l'amour de nos jours. Et le coach Jean-François est en train de mettre plein dans nos oreilles. Tout à l'heure, avant de partir en pub, vous avez parlé du fait qu'on est dans une époque qui est piégée parce qu'on n'a plus le temps, une génération 2.0. Les critères, tout est en train de se bousculer parce que... avant, si quelqu'un avait une petite poitrine et qu'on pouvait la juger en fonction de ça, maintenant, tu ne peux plus parce qu'elle se fait une chirurgie et puis elle a une grosse poitrine. Donc, tu ne peux pas vraiment savoir si... Donc, on est dans du fake à la vérité. Et comme on est dans du fake, on va avoir en face de soi une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Parce que tout est faux, finalement. Les cheveux... Pardon. Faut laisser ça faire de cheveux, là. Ce que je veux dire, c'est qu'elles arrivent à ce résultat-là parce que, finalement, il y a une sorte de pression de la société, il y a une sorte de pression des hommes qui, finalement, on pense à tort ou à raison, sont ceux qui vont déterminer si l'amour se fait ou pas. Et quand je parle de l'amour, ici, je parle de amour grand A. C'est lui qui détermine. Mais on va se rendre compte que de plus en plus, cette forme d'agression, entre guillemets, des hommes à l'égard de l'amour, ce dictat que les hommes vont imposer au niveau de l'amour, va pousser certaines femmes, par exemple, à être dans des enfin, j'aimais ton expression, modus operandi, c'est ça, différents, complètement différents. On a des femmes aujourd'hui qui osent draguer, par exemple, qui vont choisir avec qui elles décident d'être parce qu'elles ne veulent plus attendre que l'amour les trouve. Elles vont chercher finalement cet amour-là. Et ça, c'est bien ou pas? On ne pourrait pas dire que c'est bien ou pas, mais c'est contextuel, ok? C'est lié au contexte culturel, c'est lié à pas mal de choses. Mais perso, je dirais, c'est quoi la difficulté ou le problème si une femme drague un homme? Ben oui, normalement, le problème, et c'est ce que je voulais dire, on en a parlé la dernière fois, c'est qu'il y a un risque que si une femme drague un homme, ce ne soit pas forcément peut-être un gigolo ou quelqu'un qui fasse, on va dire, entre guillemets, qui lui fasse du mal. Parce que comment on peut savoir en général? Oui, il y a un risque. Parce qu'en général, c'est l'homme qui vient faire la femme. Mais si une femme drague un homme, il y a deux risques. Il y a le risque que soit elle tombe sur quelqu'un de bien
tant mieux. Ou sinon, elle tombe sur un mec qui veut la Si manipuler. c'est lui qui te c'est c'est quand même un gigolo ou un manipulateur, un pervers narcissique. En fait, dans tout, il y a des Je pense risques qu'il y a partout. encore moins de risques parce que la femme a la possibilité de choisir si vraiment elle veut aller vers cet homme ou pas. Alors que si c'est la femme qui va vers lui, de moi, façon générale, une femme ne va pas se lancer comme ça Voilà. dans une telle entreprise Ouais. si Sans elle avoir- n'a pas d'éléments qui la rassurent ou d'éléments qui la mettent en confiance. vous êtes En sûr, général. si vous dites que les critères sont plus ou moins physiques, Oui. elle va forcément draguer un homme la première fois qu'elle va le voir, elle va le draguer par rapport à son physique. Mais Quelle est la garantie que cet homme-là derrière... La femme a moins de tendance à juger S'arrêter là. des critères physiques Physique, ouais. que l'homme qui juge des critères physiques. Ouais. Une femme, par exemple, c'est l'intelligence. Ouais. C'est si elle C'est voit la un propreté, homme intelligent, c'est le etc. charme, Après, c'est le charme, le physique ouais. va venir. Elle va faire attention au physique. Mais le premier élément qui va susciter l'intérêt d'une femme, Aurélie est pas d'accord. c'est lié beaucoup plus en fait à ce qui la rassure. Ouais. Donc les femmes sont dans la rassurance. Les hommes, ils sont beaucoup plus dans l'effet waouh, ils sont beaucoup plus dans Le visuel. dans le physique, dans le Visuel, visuel. c'est ça. Oui, parce que on le dit comme ça, l'homme, il est captivé parce qu'il voit, la femme est captivée parce qu'elle entend. Donc, pour entendre quelque chose qui te captive, Faut parler. il faut que quelque part tu parles. Et quand tu parles, ça peut permettre de savoir si tu es intelligent ou pas. Parce que n'oublions pas que la femme, c'est la matrice. Donc, au-delà de l'homme qu'elle choisit, c'est aussi le père de ses enfants. Ouais. Donc, une femme va avoir moins de tendance, mais en même temps, Ça on est dans la change. génération Ouais, Ça ben, change. on est dans la Ah oui. génération Z où on est dans du Les zapping, mentalités où ont même changé. les femmes, parfois, excusez-moi, n'ont pas un baromètre de valeur assez considérable, malheureusement. Mais ça, c'est parce qu'elles n'en ont pas. C'est pas comme si elles sont victimes, comme ce qu'Aurélie est en train de dire, alors que c'est la femme qui a envie de changer de gars comme elle veut. Mais en C'est général, un derrière, choix. il y a une pression économique. Derrière, il y a des femmes qui vont se retrouver dans des amours endiaimés juste parce qu'elles ont besoin d'un endroit où rester. Oui. Parce que la famille met la pression. Il y a de La société l'âge, aussi. de la promotion. Hein, toutes tes sœurs, toutes tes copines sont mariées. Pourquoi toi, tu n'es pas encore mariée, etc. Il y a la mère qui sait très bien que tu n'as pas encore d'homme, mais qui te réclame un petit-fils. Donc, il y a toutes ces pressions indirectes-là qui poussent parfois la femme à je vais dire, à franchir ou à transgresser ses propres valeurs et à tomber parfois dans des erreurs. Il faut c'est ça. peut-être comprendre que l'amour arrivera, mais arrivera en son temps. Et c'est une question aussi de fuseau horaire. Il est peut-être 13 heures en Côte d'Ivoire, mais il est 14 heures quelque part, il est 17 heures quelque part d'autre. C'est une question de fuseau horaire. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on n'a pas encore trouvé l'amour ou qu'on n'a pas encore trouvé l'homme ou la femme qu'il nous faut, donc C'est-à-dire on est qu'on en va jamais retard trouver. par rapport à qui Mais, que ce soit. Il n'y a pas de retard, Du véritablement. coup, qu'est-ce que vous pensez des sites de rencontres aujourd'hui? Parce qu'il y a des sites aujourd'hui qui sont beaucoup plus précis que les anciens il y a 10 ans. Comme tu disais, les critères sont Les très critères spécifiques. sont très spécifiques et souvent, certaines personnes trouvent l'amour. Est-ce que vous y croyez ou pas? Oui, certaines personnes y trouvent l'amour. Moi, j'ai personnellement pas de problème par rapport à cela parce qu'en général, ces sites-là sont conçus avec l'aide de certains psychologues Ouais. qui vont travailler sur un certain nombre de critères pour aider à mieux trouver un amour qui match. Le problème reste que ce sont des informations et des données qui sont apportées, d'accord, par un individu C'est qui ça. peut faire de la manipulation. Qui peut Qui est peut-être donner- même malhonnête. qui peut finalement. être très Qui peut- malhonnête, ouais. qui peut Ah ouais, donner moi, des je sais, informations qui n'ont strictement rien à voir Avec sa avec qui il est, personnalité. parce qu'il a un objectif à atteindre. Comme dans la vraie vie, hein. Le mec qui vient vers toi, il peut présenter un faciès ou un aspect de lui qu'il sait être ce que tu recherches. Parce que souvent aussi, on ne se rend pas compte. Mais dans les échanges, etc., ça arrive. Hein. Dans les premiers échanges, on va commencer par dire voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime pas ceci, ah moi j'aime pas ci. C'est psychologique, c'est une façon de baliser les rapports qui vont démarrer en Ouais. fait. De C'est une très façon vite, de marquer son faire les territoire. Mais si vous avez en face de vous quelqu'un de super malin, Justement. il récupère toutes ces informations, Et puis- il les retravaille en labo Ouais. et il revient avec ça. Ouais. Et puis, il vous dit Mais il ne sait pas aussi- ce qu'il est à la vérité. Bon, ça va nous faire retomber encore dans un sujet Ouais, dont c'est on ne ça. veut pas parler. On va pas en parler. Mais, à la vérité, je pense aussi que très souvent, il faut peut-être éduquer davantage, avoir des émissions de ce type-là et donner vraiment la bonne information aux populations. Parce que dans certains cas, c'est un manque d'information. Certaines personnes ne savent vraiment pas quoi faire quand il s'agit de l'amour, quand il s'agit de choisir un homme ou de choisir une femme, parce qu'ils n'ont pas obtenu en fait
cette notice, de la part de leurs parents. Je l'ai expliqué hors antenne que 50% de qui nous sommes aujourd'hui est le résultat de ce que nos parents nous ont donné, de l'investissement. C'est un patrimoine. 50% de ce que vous êtes, que ce soit dans votre sexualité, que ce soit dans votre manière de vivre l'amour, que ce soit dans votre façon de vivre le foyer, ça découle directement de vos parents. Mais quand vous ne l'avez pas obtenu là-bas, vous voyez que vous êtes déficitaire de 50%. De cette Donc les 25 autres %, c'est l'expérience de la vie qui vous l'offre. C'est votre parcours. Si vous êtes allé à l'école, si vous avez fréquenté des amis, etc. Tout ça, ça va vous venir de là-bas. Mais il y a des personnes qui n'ont obtenu que ce que le monde extérieur, ce que la télé, ce que les films, ce que les amis leur ont donné à ce niveau-là. Donc, en réalité, c'est de la débrouillardise. Les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais qu'est-ce que vous espérez trouver avec une telle personne en amour? Alors, concrètement, l'éducation à l'amour, ça consiste en quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ses enfants pour bien les préparer, pour qu'ils ne soient pas dans la débrouillardise, mais pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir? Moi, je pense qu'il faut avoir des parents qui sont de plus en plus décoincés. Et c'est ça le rôle d'un coach, c'est d'avoir la possibilité d'aider les parents. Ça, c'est vraiment le coaching à la parentalité. Aider les parents à être décoincés et leur permettre de comprendre que ce que vous refusez d'expliquer aujourd'hui, le débat ouvert sur la sexualité, sur c'est quoi le sexe, c'est quoi un vagin, c'est quoi un pénis, c'est quoi une relation sexuelle, c'est quoi un viol, par exemple, c'est quoi un consentement. Si vous refusez de parler de ce genre de choses avec vos enfants, eh bien, c'est un viol qui vous poussera à en parler avec votre enfant. C'est pas trop tard, ça? C'est peut-être, je sais pas moi, une défloraison avant terme. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai reçu une famille dont la fille de 3 ans avait été déflorée. Wow. 3 ans. My God. Vous comprenez? Donc, c'est important. À partir déjà de 5 ans, c'est important de pouvoir dire à votre fille, évite de t'asseoir sur les pieds d'un adulte que tu ne connais pas. Et même quand tu le connais, on ne s'assoit pas sur le pied d'un adulte. Ce n'est pas un fauteuil, ce n'est pas un canapé, ce n'est pas une chaise. Ça, c'est très important parce que très souvent, ça vient de l'environnement le plus proche. Ça vient des parents les plus proches parce que l'enfant, il n'a aucune idée de douter ou d'avoir peur d'un oncle, d'une tante, parfois d'une nounou. Les jeunes garçons ont eu leurs premières expériences en amour, avec des nounous. Mais coach, vous n'avez pas répondu à ma première question quand j'ai dit, quand on est piégé dans cette époque-là, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir le bon amour qui va durer? Je pense avoir répondu. J'ai dit qu'il faut avoir des valeurs. Il faut bâtir sur des valeurs. Et une de ces valeurs-là, comme j'ai dit, ce sont les critères qui sont physiques. Oui, c'est vrai, il faut avoir des critères physiques parce que finalement, on ne va pas se retrouver avec 1,25 m et puis espérer qu'on trouve le grand amour. Mais il faut comprendre en fait qu'il y a des critères qui sont physiques et vous avez le droit d'avoir vos critères physiques. Mais adosser à ces critères physiques-là des critères moraux. OK? Le critère moral, c'est quoi? Est-ce qu'il est bon acabit? Est-ce qu'il a une bonne éducation? Est-ce qu'il se comporte? Est-ce qu'il vous respecte? Parce que même s'il est Denzel Washington et qu'il ne vous respecte pas, ça vaut rien. Ça vaut strictement rien. Derrière les critères moraux, il faut avoir les critères intellectuels. Et comment déceler la personne qui en face a cette vision des choses, c'est-à-dire qu'il va rechercher aussi... il faut lui poser des questions. Arrêtez d'aller manger à l'Oco Poisson avec les gens. Ayez des débats plus constructifs. Mais c'est ce qu'on constate, en fait. Ils sont autour de bière, autour de poissons braisés. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il faut bien dater. En fait, il faut vraiment prendre le temps d'avoir une... Parce que pour moi, en tout cas, c'est ma pensée. Je suis coach éthique. Je pense que le lieu où vous rencontrez une personne détermine aussi la nature et la longévité de la relation. Je suis d'accord avec ça. Par exemple, ça, on dit, genre, tu rencontres une go dans un bar et puis... Tu rencontres le mec dans un bar à 2 h du matin chaque jour. Il ne faut pas que tu t'imagines que le simple fait de tomber amoureuse de lui va le changer. Il y a des gens qui a des couples qui se sont créés. Non, moi, je suis d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous. Je ne parle pas de quelqu'un qui était... Peut-être que par hasard, c'était un samedi soir, il était là, elle était là. En fait, il faut connaître sa vie. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui vit comme ça? Est-ce que c'est son univers? Vous avez trouvé quelqu'un qui, à 80% de son temps, est consacré à ses potes. Il ne vit que par ses potes. Il ne vit que pour ses potes. Vous entrez dans un tel environnement, si vous ne prenez pas le soin de parler avec la personne, vous êtes en train de vous engager sur un terrain périlleux. Vous entrez dans la vie d'un homme ou d'une femme, allez visiter sa famille. Regardez comment il s'adresse à sa mère. Regardez comment sa mère s'adresse à son père. Vous aurez tout de suite une idée de quel est le type de femme que vous êtes en train de transporter dans votre vie. Arrêtez de courir dans les couloirs avec les enfants des gens. Allez à la maison. Voyez comment ces gens-là vivent. Voyez comment ces personnes-là évoluent dans leur environnement. Et ça va vous permettre d'avoir des critères de choix. Pour ceux qui se sont rencontrés, qui ont plus ou moins trouvé l'amour, mais
pourquoi l'amour en réalité ne dure pas? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème, vous avez dit tout à l'heure, mais j'en rajoute, s'il n'y a pas un problème aussi d'incompatibilité d'humeur? Comment gérer ces incompatibilités d'humeur qui, en réalité, font que les gens partent vite aujourd'hui? Oui, le problème d'incompatibilité d'humeur, mais je pense aussi, Aurélie, à la vérité qu'il y a des idéaux qui ne se sont pas ajustés. Ouais. Parce que des fois, prenez le temps de demander à votre conjoint, pour toi, c'est quoi l'amour? Aimer une femme, c'est quoi? Et prenez un tabouret, asseyez-vous et écoutez la réponse qu'il vous donne. Mais parfois, vous êtes aux antipodes carrément de la conception même, de la définition même de l'amour. Ouais, mais 100%. Si quelqu'un ne comprend pas l'amour comme toi, ça veut dire que quelque part, tes attentes en ce qui concerne cette personne-là sont déjà biaisées à la base. Parce que peut-être pour lui, t'avoir chez lui à la maison, régler le loyer, l'eau, le courant, etc. C'est ça te prouver l'amour. C'est ça être un homme qui aime sa femme. Alors que peut-être pour toi, ça n'a strictement rien à voir. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un élément fondamental. Avant d'arriver à la question de compatibilité d'humeur, il faut avoir une compatibilité même au niveau définitionnel. C'est quoi l'amour pour toi? Et quel est ton projet? Posez cette question aux hommes ou aux femmes qui vous rencontrent. Quel est ton projet avec moi? Un homme ou une femme qui ne parle que de présent avec vous, il faut faire très attention. Qui est dans le carpe diem, qui est dans l'instant présent, c'est très dangereux parce qu'il ne se projette pas avec vous. Or, pour que l'amour dure, il faut de la projection. Il faut constamment, en fait, réactiver la sérotonine. La sérotonine, elle se réactive comment? Par les surprises, par les effets de projet. Vous voyez, quand vous avez un projet, vous avez le sentiment de vivre quelque chose de différent. Ouais, alors, ça vous aide même à vous couper un tout petit peu de la réalité du moment. Juste pour aller dans le concret, c'est vrai qu'on rencontre quelqu'un, on va progressivement commencer à avoir des conversations sur le futur et sur les projets, peut-être même aller dans la famille, mais il y a des étapes quand même. On ne va pas brûler les étapes, commencer tout de suite. Bonjour, premier rendez-vous, donne-moi ton salaire, ton père, ta mère, je vais les rencontrer demain. Enfin, quand même pour qu'on soit d'accord. Vous voulez que je vous donne un timing? On va aller rapidement parce qu'on a que 2 minutes. Le timing normal, ça va vous choquer, mais c'est 6 mois. D'accord. Ouais. Avant que vous ne couchiez pour la première fois. D'accord. Ah ouais, donc vous croyez que les gens tiennent dans ce délai? Un homme qui ne tient pas dans ce délai, laisse tomber. C'est pas un bon coup. C'est pas un bon coup. À la base. S'il ne peut pas attendre 6 mois. Ça, ce que je suis en train de dire, c'est un principe. Je pense que ça va choquer beaucoup de personnes. Non, mais c'est très bien de le dire. C'est très bien de le dire. C'est très, très bien. On ne peut pas faire semblant plus de 6 mois. C'est pas possible. On peut se concentrer 2 semaines, maximum 1 mois, mais 6 mois, c'est impossible. Ouais. Alors, le truc, c'est quoi? Est-ce que quand tu dis que tu veux être avec moi, c'est tu veux avoir du sexe ou est-ce que tu veux être avec moi? Ouais. Il faut commencer à bâtir sur des choses très solides. Parce que si tu m'aimes à cause de mes beaux yeux, un jour, mes yeux peuvent se casser, est-ce que tu m'aimeras toujours? Si tu m'aimes pour mes belles fesses, le jour où les fesses partent, comment tu fais? Si tu m'aimes pour ma forme, on aura des enfants et les maternités... Mon corps va changer. Aurélie, tu me diras. Mon corps ça déforme, ça change le corps. Si tu m'aimes peut-être pour les biens que j'ai, il faut savoir que ça fluctue. Quelqu'un peut être milliardaire aujourd'hui, et l'instant d'après, il peut tout perdre en bourse ou quoi que ce soit. Bien sûr. Donc, les critères doivent se former. Et quand je dis 6 mois, c'est des périodes en fait de 2 mois. Donc, c'est 3 fois 2 mois. Ouais. Ça veut dire que sur les 2 premiers mois, on cherche à savoir à qui on a affaire. À qui on a affaire, ça veut dire que qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il fait vraiment dans la vie réelle. Il faut chercher à savoir où il vit. Parce qu'on ne sait pas où les gens vivent qu'on se retrouve dans des résidences. Ouais, oui, bien sûr. Dans des appartements meublés. Ouais, vous pensez que quelqu'un va prendre un appartement meublé pendant 6 mois? C'est pas évident. Donc, moi, c'est une stratégie que je donne à mes clientes et à mes clients, parce qu'il n'y a pas que les femmes. Hein. Il y a aussi les hommes. Une femme qui a un objectif à atteindre avec vous, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Par exemple, permettre qu'on la présente en fait à des proches, parce qu'il y a le risque aussi de s'engager alors qu'on n'est pas encore dans l'idée de s'engager. Donc il y a tous ces éléments-là. Donc dans les 2 premiers mois, c'est ça. Soyez tous les deux dans l'idée de trouver quelque chose. Dans les 2 mois qui suivent, qui font le 4e mois, commencez à le présenter à vos proches. Essayez d'entrer dans son réseau, essayez d'entrer en fait dans sa bande d'amis, cherchez à savoir qui sont ses proches, qui vous avez en commun. Cherchez, il y a forcément des personnes qui le connaissent. Parlez de ses ex, parlez de ses ex-compagnies. Pourquoi il n'est plus avec ses ex? S'il a des enfants, pourquoi il n'est plus avec la mère de ses enfants? Creusez. Dans les 2 mois qui suivent, qui feront les 6 mois, on peut discuter de choses beaucoup plus. Et c'est sur ça qu'on va terminer. Merci beaucoup, coach Yoman. C'est clair et c'est concret. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous comme tous les jours. Vous assurez. Toujours un plaisir. On n'a même pas fini de parler parce que j'avais tellement de choses à dire. Oh my God. On se retrouve après une page de pub. À tout de suite.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur le plateau des Femmes d'ici. On a parlé d'amour, l'amour aujourd'hui, trouver l'amour aujourd'hui. Est-ce un véritable casse-tête? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir sur ce sujet et bien d'autres à travers nos pages sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, donc la nouvelle chaîne ivoirienne. Aurélie, on passe au portrait du jour? Et oui, on passe au Miroir 2 et aujourd'hui, nous avons porté notre regard sur une dame qui a décidé de se lancer dans un métier peu commun aux femmes. En effet, elle est bouchère. Métier qui, selon elle, a été décidé sur un coup de tête, après quelques essais loupés dans le monde de l'entrepreneuriat. Elle va nous expliquer comment tout ça s'est passé, mais avant cela, regardons un petit portrait d'elle. Il est 9h. C'est le pas lent, mais assuré qu'Ina arrive dans sa boucherie située à Yopougon. Comme tous les matins, entourée de son équipe, elle vérifie les différentes commandes et les livraisons de viande de mouton, bœuf et autres produits prévus pour la journée. Elle enfile ensuite son tablier et ses gants pour le dépeçage des bêtes destinées à la vente. Machette à la main, face au corps d'un veau scindé en deux, Ina manie avec aisance l'étape du dépeçage. Ça, c'est le filet que je suis en train d'enlever là. C'est la partie la plus sensible du bœuf. C'est la partie la plus douce. Parce qu'elle est facile à cuire. Après avoir multiplié les petits projets commerciaux, en 2017, Ina décide par curiosité et sur un coup de tête de devenir bouchère. C'est auprès de professionnels des abattoirs qu'elle apprend le métier. Un an après son initiation, elle ouvre sa propre boucherie avec un budget de départ de 200 000 francs CFA. Quand j'arrive à l'abattoir, je taquine un peu tout le monde. Et puis je viens, je pose des questions. J'essaie d'apprendre et tout ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris, doucement, doucement, sur le tas, avec les bouchers de l'abattoir. Et puis, c'est comme ça que j'ai appris en tout cas, avec les bouchers de l'abattoir. Et puis je me suis, je ne dirais pas me perfectionner, j'ai essayé en tout cas de me perfectionner sur Google. Voilà, je suis allée faire des recherches et tout ça. Pour son approvisionnement, la jeune bouchère mise essentiellement sur les bêtes élevées en Côte d'Ivoire. Généralement, nous, c'est le veau qu'on travaille. Parce que le bœuf, il est un peu trop gras pour mes clientes. Elles ne sont pas trop gras. Donc généralement, nous, c'est le bœuf, c'est le veau, pardon. C'est le veau qu'on utilise. Voilà. Donc on sait à peu près le veau est entre combien de kilos. Outre la force physique que nécessite ce métier, il comprend également des risques auxquels Ina s'est habituée au fil du temps. Je me découpe les doigts à tout moment. Nos couteaux, on est censé travailler avec des couteaux très tranchants. Donc pour un petit moment de distraction, paf, tu as le doigt qui est parti. Donc on a tout le temps les doigts entaillés. Voilà, ça c'est l'une de nos difficultés. La majorité des ventes ici se font en ligne. C'est ici que tout se passe, c'est ici qu'on a accès à nos commandes. Elle, comme ça, elle demande les poulets fumés assaisonnés. Voilà. Elle nous demandait quand est-ce qu'on allait les faire. Donc je lui ai dit mardi, elle a commandé 5 poulets. Et puis on a validé la commande. Donc je lui demande le lieu de livraison. En à peine quelques années, Ina a réussi à se faire une place dans un secteur traditionnellement réservé aux hommes. Son ambition première, ouvrir un abattoir privé afin de contrôler toute la chaîne depuis l'élevage jusqu'à l'abattage des bovins. Bonjour Ina. Bonjour Ina. Bienvenue sur le plateau. Ça va? Alors en fait, on parlait d'amour tout à l'heure, mais c'est incroyable parce que Ina, je parle avec elle sur WhatsApp, mais je la connaissais pas en fait. Ah bon? Ben oui, je sais même pas. Parce que c'est sur les réseaux sociaux, elle vend des choses tellement bien et tout ça. Et là, à travers on parle Facebook d'amour là sur les réseaux sociaux, voilà. Alors, Ina, vous avez dit un truc tout à l'heure, enfin, je l'ai dit en introduction, c'est sur un coup de tête que vous avez commencé ce métier-là. C'est ça. Comment ça s'est passé? Expliquez-nous. C'est vraiment un coup de tête parce que je me suis levée un matin. Et puis, j'ai dit à monsieur, bébé, lève-toi. Désormais, je m'appelle Ina la bouchère. Et puis, comme je suis un peu fofolle, donc il me dit, ok, d'accord. Ça, c'est quoi encore?
Puis je lui dis, moi là, je vais commencer à vendre la viande. Mais comme je ne m'y connais pas, lavons-nous, on va aller faire un tour à l'abattoir. Mais vous aimez, c'est parce que vous aimiez la viande, il y a quelque chose derrière. Je suis Madame Viande, j'adore la viande. C'était l'amour de manger la viande qui vous a quelque part finalement même pas. Je sais même pas. Non, Sinon, même pas. c'est vrai que j'aime la inspiration. viande, mais c'est pas ce que je voulais faire auparavant. D'accord. Je voulais être mécanicien d'avion. Voilà. Tu as les idées même de... C'est pas traditionnel, jamais. Voilà, je voulais être mécanicien d'avion et malheureusement, je suis tombée malade en terminale C. J'ai fait 5 ans de maladie, donc après, j'étais obligée d'arrêter les cours et tout ça. Mais bon, c'était juste les cours que j'avais arrêtés. Il fallait que je continue à travailler mon cerveau. Oui, bien sûr. Voilà, donc je n'allais pas pouvoir être mécanicien d'avion, mais je cherchais ma voie. Ouais. Je cherchais ma voie, j'ai fait plein de petites choses et tout ça, jusqu'à ce que je me lève un matin et que je décide d'être à la bouchère. Et là, maintenant, ça se comporte très bien. Par la grâce de Dieu, on ne se plaint pas, ça va. Ouais. Il y a beaucoup d'évolutions, donc on se dit qu'on est sur la bonne voie. Ouais. Voilà. Alors, ce qu'on a entendu aussi dans ce portrait de vous, c'est que vous favorisez, vous faites essentiellement de la viande locale, enfin, de l'élevage local. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de ne pas importer, de vraiment se focaliser sur l'élevage local? Est-ce que c'est parce que c'est mieux fait, qu'on travaille avec les éleveurs d'ici? D'abord, c'est ce que je vois. Ouais. Quand c'est local, au moins j'ai l'œil dessus, c'est ce que je vois. Mon activité est basée sur les produits halal. D'accord. Donc, pour être sûr de produire, de vendre quelque chose de halal à quelqu'un, ça c'est moi qui le dis, mais il faut que je puisse voir. Bien sûr. Il faut que je puisse au moins suivre la chaîne d'abattage. Si c'est importé, j'aurai des doutes. Bien sûr. Voilà, donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je préfère vraiment les produits locaux. Alors, je sais que Ina, aussi, au-delà de la viande, tu fais aussi d'autres choses, comme du fonio, du soumara et tout ça, à ta façon. C'est ça. Est-ce que c'est parce que tu te dis, à un moment, il faut que tu diversifies forcément, ou alors tu te dis, bon, il y a la concurrence qui vient, il faut que j'innove? Non, je me dis que le domaine, il est trop monotone. Ouais. Et Ina n'aime pas la monotonie, bizarrement. C'est ça. Voilà, je m'ennuie trop vite. On l'a bien compris. J'aime pas la monotonie, donc du coup, j'essaie d'innover. J'essaie d'apporter toujours quelque chose, un petit plus au métier de la boucherie. Ouais. Parce que le boucher, généralement, c'est la viande rouge. Oui. Nous, on va au-delà de la viande rouge. On essaie de faire la viande fumée, on essaie de faire la viande hachée, on essaie d'assaisonner notre viande, de produire nous-mêmes des produits assaisonnés, comme on aime les appeler, comme des boulettes, des brochettes et autres. D'accord. Voilà. Donc on essaie d'aller au-delà. Pour revenir un peu à vos débuts, lorsque vous avez décidé d'arriver à l'abattoir, avec tous ces hommes en face de vous, et vous leur avez dit « je veux apprendre », est-ce qu'ils ont été ouverts à vous aider? Et est-ce que aujourd'hui, est-ce que ça peut être un métier aussi accessible aux femmes? Moi, j'ai eu la chance quand même. Parce que de nature, je suis très taquine. Donc, toutes les fois que j'allais à l'abattoir, quand j'arrive, je salue ici, je ris, je taquine un peu. Ça a été ma chance. Mais quand je suis allée et que je leur ai dit que je voulais faire la boucherie, ils m'ont regardé et puis ils ont ri. Ils ont commencé à rire. Parce que pour eux, parce qu'ils m'appellent Adja à l'abattoir. D'accord. Mais Adja, tu peux pas, avec talon là. En tout cas. Ah, vous êtes en talon à la boucherie? Non, au départ, quand j'allais à l'abattoir, pour aller je ne savais pas que c'était dur, donc je partais avec mes talons. Voilà, c'était la novice. Ils ont enlevé ça dans les yeux. Non, vite fait. Vite fait. Donc, ils me disaient, non, c'est un travail d'homme, c'est pas évident pour une femme et tout ça. Je leur ai dit, OK, mais je veux apprendre quand même. Donc, je me suis assise, j'essayais de regarder, je posais des questions. Je leur demandais, est-ce que je peux essayer? Est-ce que... Oui, j'essayais. Et en tout cas, ils ont été... Moi, j'ai eu la chance, en tout cas. Ils ont été très réceptifs. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que j'arrive là où je suis arrivée aujourd'hui. Parce qu'ils m'ont même dit, Adja, nous, on va t'aider parce que tu es gentille et tout ça, mais tu ne pourras même pas faire 2 mois dedans. Parce que c'est un travail d'homme. C'est fatigant, en gros. C'est épuisant. Alors justement, dans le reportage, on a vu que vous continuez vous-même à dépecer, à couper. Pourtant, vous avez votre boucherie, quelqu'un d'autre pourrait le faire. Oui. C'est parce qu'il y a une technique que vous avez acquis et que vous tenez à le faire vous-même? Non, pas forcément. Je ne le fais pas tout le temps. Actuellement, là où on est arrivé, je ne le fais pas tout le temps. Mais vu que c'est ma passion, je ne peux pas aussi ne pas le faire.
Il y a quand même l'envie. Voilà, il y a l'envie. Voilà, là, je me suis malgré les coups taillardée. Donc, quand la douleur, là, j'ai dit, bon, j'irai. Quand ça va se calmer un peu, là, je reviens encore. Aujourd'hui, Ina embauche combien de personnes? Officiellement, on est 4. Ouais. Mais officieusement, on travaille avec beaucoup de personnes. Ouais. Il y a des gens... Sous-traités. Voilà. On sous-traite avec beaucoup de personnes. Il y a des gens qui sont là spécialement pour fumer la viande. Il y a des gens qui sont là spécialement pour laver nos tripes. Parce qu'on a une façon particulière à nous. Je suis un peu exigeante. Sur l'hygiène, c'est important. Voilà, sur certaines choses. Donc, du coup, il y a des gens qui sont là spécialement pour telle chose. Voilà, et on les paye au fur et à mesure. Il ne faut pas partir de nos charges fixes. Alors, Ina, apprêtez-vous parce qu'on a un rituel ici, dans les femmes d'ici, où on pose des questions assez rapides. Alors, vous devez répondre très rapidement. C'est dans le tac au tac, tout de suite. Alors, c'est parti. Viande ou poisson? Viande. Tenue de soirée ou jean basket? Les deux. Les deux? selon les jours? C'est ça. Sauce arachide avec queue de bœuf ou sauce jumblée avec escargot? Sauce arachide. Bon, ça, c'est délicat. C'est vrai, Mais en même temps, elle aime la viande aussi. Moi, je suis baoulée, mais moi, j'aime sauce arachide. Sauce arachide. Alors, plutôt matinale ou plutôt couche-tard? Les deux. Je suis matinale et je suis couche-tard. Vous dormez pas beaucoup? D'accord. Non. D'accord. Eh bien, votre morceau de viande préféré? Le filet. Le filet? Votre ville préférée en Côte d'Ivoire? Au dîner. Ah, ma chérie. Votre plus grande ambition? Je veux pouvoir avoir mon abattoir privé. Génial. Wow. Et envie de former d'autres femmes? Oui. C'est prévu? Oui, ça c'est prévu. D'accord. C'est prévu. C'est tout. C'était pas méchant. Juste avant de vous laisser partir, Ina, oui. Donc l'ambition, c'est l'abattoir privé. Est-ce que vous travaillez déjà sur ce projet-là? Est-ce que c'est encore pour l'instant juste une idée? Pour l'instant, c'est juste une idée. Pour l'instant, j'essaie de continuer à m'améliorer. Parce que je me dis que ça fait 4 ans seulement que je suis dans le domaine. Ouais. Je considère que je suis encore un bébé dans le domaine. Ouais. Voilà, donc je continue d'apprendre, je continue. Et en espérant vraiment qu'au fur et à mesure, ça va se faire, Inch'Allah. Ça va se faire. Je suis sur la bonne voie. Merci Comme on dit, la cala facilite. Merci beaucoup, Ina. C'était un plaisir d'être avec toi. C'est gentil. L'émission continue. On se retrouve tout juste après une page de pub. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes dans la toute dernière partie de cette édition des Femmes d'ici. Les Femmes d'ici, c'est du lundi au vendredi dès 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne, donc le numéro 4 de la TNT et numéro 204 du bouquet Canal. Alors on va passer à notre moment détente. Donc le son qui met bien, c'est les sons qui nous plaisent en ce moment dans le son qui met bien. Alors, je vais commencer, les filles, si vous le permettez. Vous le savez, je suis une fan de Burna Boy. Je crois que vous le savez, en tout cas. C'est pas la première fois que je sélectionne une Burna Boy, ce qu'est Meg James pour Kadi. Exactement. C'est cela. Bon, d'accord. Enfin, Burna Boy est pour moi ce que Maître Gims est pour... C'est ça, exactement. Exactement. Je pense, hein. Et Dadju, les deux ensemble collés. Finalement, c'est égalité. Je pensais que c'était Maître Gims avant. Non, c'est toi qui voulais que ce soit Maître Gims avant. Non, moi, j'aime tellement ah oui, c'est vrai que tu préfères Dadju. Parce que je n'aime pas... Bon, attends, vraiment, je vais pas dire ça, je ne le connais pas. Je ne suis pas une grande fan de sa musique. Bref, revenons à nos moutons. Ok, allons-y. Donc, une chanson de Burna Boy qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui s'appelle Kilometer, pardon, et on va l'écouter tout de suite. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Learn from the teacher. I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance. Not this sweet, I be all on my pitas. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous n'êtes pas inspiré par ma chanson? C'est pas mal, je trouve que c'est vraiment là, vraiment, il a fait du basic, quoi. Je sais pas, j'aime bien.
Il faut l'écouter bien déjà. T'as écouté le Killing Them, franchement, c'est le meilleur, quoi. Ah, Killing Them, c'était sur l'album précédent, ça. Ouais, enfin, c'est sur l'album. D'ailleurs, cette chanson n'est pas dans son album actuel. C'est un nouvel album, en fait. Non, il a sorti son album il y a à peu près 4-5 mois, j'ai envie de dire. D'accord. Et donc ça, c'est un single. Mais c'est surtout que c'est dansant. J'ai pas dit que c'est sa meilleure chanson. C'est pas sa meilleure chanson, mais elle est pas mal. Mais moi, le truc, c'est que j'adore la voix de Burna Boy. Donc déjà, rien que le son, la sonorité. C'est ça. En fait, il y a des trucs qui s'expliquent pas. C'est juste dire la voix du juste gars. un feeling. Et j'aime beaucoup le clip aussi. Le clip est beau, mais moi, la chanson là. Le clip est très bien. Allez, écoutez seulement, arrête de moi, je l'ai écouté, Alors, en tout cas, il est bien. moi, aujourd'hui, mon son qui me met bien, c'est José. Et je suis vraiment fière de cette jeune fille-là. Je suis vraiment fière de toi, ma José, parce qu'elle a fait sortir un album. D'habitude, les chanteurs, ils font des singles. Alors, elle a osé. Elle s'est dit, je fais un album de 16 ou 17 titres, tu vois. Et il y a une chanson que j'ai bien aimée, en fait. Toutes les chansons sont plus ou moins intéressantes, mais il y a une qui m'a particulièrement accrochée. Peut-être que c'est mon côté anglophone, mais c'est une chanson en anglais. J'ai bien aimé le fait qu'elle chante en anglais. Voilà, on sent son accent francophone là, mais ça passe quand même. C'est In Your Eyes, et franchement, cette chanson-là aura du exactement. Et franchement, c'est la première fois que je l'écoute, c'est très très bien. Mais oui, et puis le truc, c'est ça, c'est qu'il faut pas faire ce que tout le monde fait. Il faut te démarquer, il faut montrer que tu peux faire plus, tu peux aller vraiment loin. Elle va faire sortir le son là. Et ça là, ça ferait un bon film, tu vois, un bon générique de film, tu vois, un peu le truc. Caddy est déjà en train de réfléchir à ça. Je réfléchis à ça. C'est pour ça qu'elle fait ça, pour lui demander. Alors, José, les droits. J'ai des projets pour toi. Non, elle est bien, T'as vu, non? Ouais. Bon, alors à moi. Moi, vous savez, j'aime bien. Je vous ai déjà dit, j'écoute de tout, en particulier de la house, deep house, trance house et tout. Et je me suis retrouvée en Turquie. Ah ouais? Par contre. Dans mes fouilles. Dans mes fouilles de musique. Dans la house, deep house de Turquie. Tu vas trop loin. Là, je sais pas si je te suis dans ça. Alors c'est un featuring. Donc le son s'appelle... T'es malade. Pardon, mais ça me fait un peu rire quand même. Vas-y, continue. D'accord, ok. Il s'appelle Serhat Durmus featuring Zerrin et ça s'appelle le titre Islerim. En tant que vous écoutez là, mais le son commence vraiment tout doucement et après il part, il monte et bam, le refrain, il te c'est de la tropical house, quoi. On va dire. Un petit peu. On va dire. C'est différent, je ne pouvais pas penser que les Turcs Non, franchement, c'est des... Voilà. Je me suis pas vraiment renseignée à fond sur le chanteur, mais je sais qu'il vient de Turquie. Il a fait plusieurs sons un peu dans ce style-là et j'ai kiffé, c'est d'ailleurs dans mes voyages, dans mes trucs, comment on dit, slide TikTok, là, je regardais. C'est quoi le prochain? C'est le son, je l'ai écouté. Ouais, c'est dans un son TikTok, enfin, c'est pas c'est un truc TikTok, là, en tout cas. Oui, je veux dire, t'as vu une vidéo et t'as entendu j'ai écouté le son, j'ai tout de suite, comme on dit, je suis tout de suite allée télécharger. C'est quoi le prochain? Pakistan? Oh, je sais pas, Bangladesh? on verra. Du moment que le son me plaît, pourquoi pas? On verra. Écoute, pourquoi pas? Dit Fatma Écoute, Gouli. pourquoi pas? Moi, je crois qu'il y a une seule chanson que je connais de Turquie, tu te rappelles? C'était un hit dans les années 90, ça s'appelait... quelque chose Kiss Kiss, là. Kiss. Ah, oui, ça me dit quelque chose. C'était Canaan, je crois. Bon, bref, on vous la fera écouter la prochaine fois. D'accord. Parce que personne ne s'en souvient, apparemment. Quoi qu'il en soit, merci à vous de nous avoir suivis. Ciao.